Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 l'actu de ce mardi 27 mai. Dans quelques instants, nous allons parler des tableaux numériques interactifs. Ils ont fait leur entrée en force à l'école. C'est bien ou pas? Nous en débattrons avec notre invité dans 5 minutes. Mais d'abord, donc, les titres développés ce soir. La fronde contre les rythmes scolaires se poursuit. La ville de Versailles avait déjà demandé un report de l'application du décret. Le maire UMP, François de Mazières, propose maintenant aux parents d'élèves de signer une pétition. Le 49e congrès des conseillers pédagogiques se tient actuellement à Saint-Quentin en Yvelines, au cœur des discussions, l'avenir de l'école et les nouvelles orientations à prendre. Et puis le golf pour tous, 1000 enfants de Montigny et de la Verrière participent à des stages d'initiation en vue de la Ryder Cup 2018 qui se tiendra au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Mais on ouvre d'abord ce 7-8 actu avec cette info du jour. Nouvel épisode dans l'affaire du contrôle d'identité de la femme voilée à Trappes. Michael Kiri, le mari condamné à 3 mois de prison avec sursis pour s'être violemment interposé lors du contrôle, avait fait appel de la décision. Il a été jugé ce mardi après-midi devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal de Versailles. Et coup de théâtre, un nouveau témoin des faits s'est présenté à la barre. Une femme habitant le quartier Mermoz a déclaré avoir vu Michael Kiri complètement stoïque lors de ce contrôle, ce qui va à l'encontre des déclarations des 3 policiers concernés par l'affaire. Le délibéré du jugement est prévu le 1er juillet. L'avocat général a requis la confirmation de la peine. Une page politique pour continuer. L'affaire Big Malion, c'est surfacturation et fausse facture de congrès tenue par l'UMP. Eh bien, l'affaire Big Malion, donc, rebondit aussi dans le département. Pierre Lequillet, député de la 4e circonscription des Yvelines, a été auditionné vendredi dernier par l'Office central de lutte contre la corruption en tant que témoin libre. Il a été interrogé afin de savoir s'il avait ou non participé à une convention de l'UMP sur le thème de l'Europe le 2 juin 2012. Une manifestation présumée fictive. Joint par nos confrères du Parisien, le député yvelinois a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir qu'un tel événement ait eu lieu. Des révélations qui vont dans le sens de Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui a reconnu un dérapage sur le nombre d'événements organisés dans le cadre de la campagne présidentielle. Et puis à noter que Nicolas Sarkozy était d'ailleurs venu en mars 2012 à Elancourt lors d'un meeting officiel, lui inscrit évidemment dans le cadre de la campagne. Allez, une page économie pour continuer. PSA, Peugeot, Citroën va délocaliser la production de sa prochaine génération de citadine C3 en Slovaquie. Elle est aujourd'hui fabriquée intégralement à Poissy depuis la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, son ancien site de production. La direction rappelle que la pérennité de l'usine de Poissy n'est pas remise en cause. On se dirige plutôt vers une spécialisation dans le segment des petites voitures haut de gamme, selon un porte-parole. Les syndicats, eux, craignent des coupes dans les effectifs parmi les 5800 postes en CDI. Allez, les rythmes scolaires, on en reparle avec cette pétition lancée cette fois par le maire de Versailles. François de Mazières avait demandé le report de l'application du décret, mais sans succès. Eh bien, le maire UMP de Versailles en appelle aujourd'hui aux habitants de sa commune pour qu'ils signent une pétition mise en ligne sur le site internet de la ville. On écoute le maire de Versailles. À Versailles, il y a quelques années, existait un système qui fonctionnait très bien, c'est-à-dire qu'il y avait un rythme scolaire le samedi matin, un samedi sur 2. Et tout le monde était content. On a proposé de revenir à ce système qui convenait bien à la fois aux parents, à la fois aux professeurs et également nous sur le plan budgétaire. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que cette situation nous est refusée. Et donc on se trouve avec une réforme qui est imposée à nous, qui est une réforme extrêmement verrouillée de partout. Et je dirais qu'en ce moment où vraiment on a besoin d'intelligence, où on a besoin de calme, où on a besoin que les finances publiques soient maîtrisées, mais je dis tout simplement aux Versaillais qu'ils témoignent de leur incompréhension. Nous aussi, nous avons vraiment joué le jeu, je dois le dire. J'ai pris contact personnellement avec le ministre en lui expliquant, puisqu'il est un ministre des Yvelines, député des Yvelines, je lui ai dit vraiment, voilà, essayons d'être intelligents ensemble. Ce qui me navre, c'est qu'il y a un décret tellement bloquant qu'on ne peut pas être intelligent. On ne peut qu'être dogmatique. Et ceci va à l'encontre de l'intérêt des enfants, de l'intérêt des professeurs, de l'intérêt de la collectivité, puisque ça coûte pour une ville comme Versailles au minimum 2 points d'impôt.
Allez, on va continuer à parler éducation, peut-être moins de polémique avec vous, Jean-Jacques Boyer, bonsoir. Bonsoir. On va parler notamment des tableaux interactifs et des tablettes qui se développent de plus en plus dans les écoles. Vous représentez une marque de logiciels et vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Et vous participez également au 49e congrès des conseillers pédagogiques qui se tient actuellement à Saint-Quentin en Yvelines. Je rappelle que le rôle d'un conseiller pédagogique, c'est d'épauler les professeurs débutants et d'accompagner les plus expérimentés. C'est évidemment l'occasion de faire un bilan sur l'école d'aujourd'hui et les évolutions à venir. De longs applaudissements pour Philippe Mérieux, venu participer au 49e Congrès national des conseillers pédagogiques. Philippe Mérieux, universitaire, celui pour qui l'éducation doit être une invention permanente. Il est venu livrer sa vision de l'école d'aujourd'hui et tirer une sonnette d'alarme. Démocratisons l'accès au savoir. Que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, quels que soient leurs accidents de vie, quelle que soit leur histoire personnelle, réussissent mieux à accéder à ce que les savoirs ont de plus émancipateur. L'école de la République fonctionne, c'est une belle institution, mais on voit bien qu'elle creuse les écarts aujourd'hui, là où elle devrait les réduire. On voit bien que parfois elle se crée un peu d'ennui, là où elle devrait mobiliser l'énergie et l'intelligence des élèves. Depuis plusieurs années, au-delà de la détresse des enfants qui n'ont pas la possibilité d'apprendre ce qu'ils devraient apprendre à l'école publique, à l'école de la République, la détresse aussi est du côté des enseignants. On a des enseignants qui perdent de plus en plus confiance, des enseignants qui ne se sentent plus reconnus. C'est vrai que depuis 2013, la nouvelle loi de refondation de l'école redonne des perspectives. Des perspectives dans une école qui se modernise avec en ligne de mire l'outil numérique indispensable ou gadget. Le numérique est incontournable, mais le tout écran, est-ce qu'il est suffisant pour apprendre ? Donner à 2 ans une tablette numérique à des enfants de 2 ans, est-ce que ça suffit pour qu'ils puissent construire des représentations sur le monde qui l'entoure ? Moi, il me semble que redonner la place aussi peut-être aux échanges, au langage oral. Dans cette école de demain en pleine mutation, les conseillers pédagogiques, accompagnateurs des enseignants débutants comme confirmé, ont donc leur mot à dire. Ils sont 3000 en France. Alors le numérique, c'est indispensable. On va en parler avec vous, Jean-Jacques Boyer. Je l'ai dit, vous êtes responsable des relations institutionnelles des éditions Jocatop. Alors les éditions Jocatop, elles ont lancé en 1996 le premier logiciel éducatif adapté. Alors à l'époque, il y avait quoi ? Il n'y avait pas grand-chose en matière d'ordinateur et d'informatique dans les écoles en 96. On va dire un des premiers logiciels mis sur le marché du scolaire, oui, c'était en 1996. Mais c'était audacieux de faire ça, c'était pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, le fondateur de l'entreprise, Bruno Laroche, était un visionnaire. On continue, j'espère, à l'être encore maintenant. Et avait anticipé très largement en pensant qu'un jour il y aurait des ordinateurs dans les écoles. Oui, et à l'époque, on se moquait un peu de nous pour ne pas dire pire, quoi. On passait pour de joyeux allumés. Et en fait, je pense que l'avenir, en tout cas le présent, nous a donné raison. Et aujourd'hui, vous équipez 68 000 écoles. On a 68 000 classes d'équipées, grosso modo à la louche, c'est peut-être un peu plus, mais en nombre de classes équipées, oui, d'un de nos logiciels. Maternelle et primaire. Maternelle, élémentaire, oui. Élémentaire. Alors quand vous entendez le président de l'Association nationale des conseillers pédagogiques parler de l'importance du numérique, mais il dit aussi également qu'il ne faut pas donner des tablettes numériques à des enfants de 2 ans, comment vous réagissez ? Je réagis, je pense que de toute façon, Marcel Jallet, qui est un ami en plus, sait très bien ce qu'il raconte et émet peut-être des réserves par rapport à ça. C'est un fait qu'à 2 ans, on a peut-être d'autres choses à faire que de s'occuper d'une tablette numérique. Mais d'un autre côté, ça fait partie du quotidien. Et la question reste à savoir à qui il appartient de mettre ça dans les mains des enfants. À l'heure actuelle, toutes les familles sont équipées. Et les enseignants sont peut-être les derniers, dans certains cas, à l'utiliser et à le mettre dans les mains des enfants. Donc l'école n'est plus le lieu où on va initier, on va détenir une forme de savoir, où on va aider les enfants à développer des compétences. Maintenant, la tablette ou l'ordinateur fait partie de l'environnement quotidien des familles. Pas de toutes les familles. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, même dans des familles qui sont en situation difficile, j'en parlais ce matin encore au cours d'une intervention avec une conseillère pédagogique d'Elancourt, elle me disait qu'elle avait été surprise d'arriver avec sa tablette dans une école et où les enfants sont arrivés en disant « mon papa a ça, ma maman a la même ». C'était dans un milieu plutôt défavorisé.
Alors quand vous dites que l'école n'est plus initiateur, ça veut dire que quoi? L'école a peur de l'avancée? Non, je pense que l'école n'a peur de rien parce qu'il faut remettre les choses à leur place et parler des outils. Tant qu'on parle d'outils numériques, un outil, il faut qu'il y ait quelqu'un pour s'en servir, jusqu'à preuve du contraire. Donc l'enseignant est tout à fait capable, est tout à fait maître, est tout à fait en plus compétent pour l'utiliser et pour le mettre au service d'une pédagogie. Ce qui est important, c'est ça. L'outil en lui-même ne vaut rien. Une tablette, si vous la laissez, ou un ordinateur, ça ne va rien faire tout seul. Heureusement. Oui, heureusement. Oui. Alors vous, votre parcours est intéressant parce que pendant 32 ans, vous avez été enseignant en Haute-Savoie. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Oui. C'est aussi une belle région. Parce que c'est ce que vous m'aviez dit quand on a préparé l'entretien. Oui. J'ai dit j'étais enseignant en Haute-Savoie pendant 32 ans. Quand vous avez enseigné, vous avez pensé à un moment donné que justement l'informatique, les tableaux numériques interactifs pouvaient prendre autant de place, autant d'importance? Il était évident, dès 1985, plan informatique pour tous, que l'ordinateur allait rentrer à l'école. Il est arrivé sous forme de TO770, MO5, qui étaient des machines, on va dire, qui feraient rire maintenant, mais qui au moins ont donné le virus à certains, dont je fais partie, et je ne suis vraiment pas le seul. Et c'est comme ça que vous avez fait la bascule pour devenir... Non, c'est devenu pour quelque intégrer chose... Non, en fait, j'ai été auteur en tant qu'enseignant, auteur au sein des éditions Jocatop, et puis ensuite, je suis venu à temps complet pour y travailler en tant que responsable des relations institutionnelles. Alors en tout cas, que pensez-vous de l'utilisation des TNI à l'école, les fameux tableaux numériques interactifs? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. On écoute vos réponses. Je pense que ça peut être bien si c'est bien utilisé, si c'est bien présenté. J'aimerais bien que mes petits-enfants apprennent un peu comme moi j'ai appris. C'est plutôt utile, oui. Ça peut être un nouveau support et aider les profs aussi à évoluer dans leurs cours. Pour les enfants, non, en fait, c'est mieux de rester à la crèche, je pense. Je pense que de toute façon, les enfants sont plus attentifs à ce mode de communication parce qu'ils aiment. Mais par contre, au niveau fatigue des yeux, mode de communication, c'est bien de continuer avec le support papier et la réflexion et l'écriture. Il faut vivre avec son temps. Je pense que c'est dommageable, mais que malheureusement, on ne peut pas aller contre ce qu'on appelle le progrès. Bon, le progrès, cette dame, elle n'a pas l'air de beaucoup apprécier le progrès. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de cette dame qui dit « Oui, c'est bien, il faut aller de l'avant, mais il ne faut pas oublier non plus l'expression écrite, l'expression orale ». Je pense que d'abord, sa réflexion lui appartient. Elle a tout à fait le droit de penser ce qu'elle veut. Deuxième chose, je ne vois pas où est l'incompatibilité. Dans la mesure où on peut utiliser un tableau numérique, un ordinateur, une tablette pour que cet outil soit au service de l'acquisition de compétences, de connaissances auprès des enfants. Vous avez dit que vous avez animé ce matin une conférence à Elancourt avec des enseignants. Elancourt, je rappelle, c'est des conseillers pédagogiques. Des conseillers pédagogiques. Et Elancourt, c'est une ville pionnière, en tout cas sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. L'ensemble des classes est équipé en tableaux numériques. Quel regard portent ces enseignants justement sur cette nouvelle technologie? Ça y est, c'est complètement intégré? Avec qui j'ai parlé, oui, bien sûr. Bien sûr, et puis aussi des conseillers pédagogiques particulièrement efficaces qui les aident, qui les conduisent, parce qu'il faut savoir que c'est très, très, très chronophage l'utilisation de ces outils. D'où l'intérêt d'avoir des maisons d'édition qui Quand vous dites chronophage, c'est-à-dire que je sais pas, pour une heure d'utilisation, pas une heure à la suite, avec des élèves, on aura peut-être 3 heures de préparation pour fabriquer son document. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi? Que l'évolution des logiciels doivent justement aider ces enseignants à leur préparer le travail? Ça veut dire, ça c'est notre métier, c'est ce qu'on propose, nos éditions Jocatop, c'est de proposer des supports qui vont aider les enseignants, non pas faire leur travail, mais leur fournir une belle caisse à outils qui fonctionne très très bien pour mettre ça au service de l'enseignement, de leur travail et pour le bien des enfants, qu'on oublie souvent au travers de tout ça. On parle de beaucoup de choses, jamais de l'intérêt de l'élève. Donc si ça marche mieux... À votre avis, quel est l'intérêt pour l'élève alors? L'intérêt pour l'élève, c'est... Plutôt d'avoir une pédagogie comme ça via un tableau interactif plutôt qu'une pédagogie via un livre? Je pense qu'au niveau de la pédagogie, ça ne va rien changer. La pédagogie, c'est l'art et la manière de faire passer des choses, de les présenter, et puis surtout de susciter l'intérêt. Et à l'heure actuelle, pour susciter l'intérêt, passer par un écran, je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Mais vous comprenez les réticences quand même, notamment quand on entend... Mais bien sûr, parce que tout ce qui est nouveau fait toujours peur. Enfin, c'est pas nouveau, mais... Non, à l'époque où le train est arrivé en France, certains médecins disaient que le cœur ne supporterait pas une vitesse supérieure à 30 km/h. Oh, alors avec le TGV, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Ils sont quelles sont les évolutions en matière de logiciels justement interactifs? Est-ce qu'ils doivent devenir un peu plus intuitifs?
un peu plus facile d'accès, parce qu'au départ, ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais au départ, les enseignants avaient un peu des craintes sur l'utilisation justement de ces logiciels en disant comment on va faire, est-ce qu'on va savoir? Ils ont raison, parce qu'on va toucher à ce moment-là le problème de la formation. C'est-à-dire, se servir d'un outil, c'est bien, mais il faut avoir appris. Donc, le rôle de l'éditeur, là encore, ça va être de fournir des outils qui vont être les plus intuitifs possibles, qui ne vont pas demander énormément de travail de la part de l'enseignant, pour l'aider à mener sa mission d'enseignement. Alors vous, justement, les logiciels que vous proposez, oui. Combien de temps pour les développer et qui les développe? Alors au départ, tous nos auteurs sont des enseignants en activité, des gens qui sont dans des classes, première chose. Deuxièmement, on a une équipe éditoriale, une équipe de développement en interne, avec programmeurs, infographistes. Et puis, par exemple, le dernier produit, les leçons numériques de sciences, ça représente le travail à temps complet de 5 personnes pendant 6 mois, plus une année de préparation de la part de l'auteur enseignant qui nous a fait le cahier des charges. D'accord. Donc un enseignant n'aurait pas pu faire ça lui-même. Hein. Il peut le faire à condition de ne pas regarder ce qu'il va faire le week-end, le mercredi. De toute façon, les enseignants travaillent beaucoup en dehors, j'en sais quelque chose. Mais là, ça devient totalement surhumain. Alors qu'on en fasse un peu de temps en temps, oui, mais je ne connais pas de chirurgien ayant forgé son bistouri. Ouais, tout à fait. Alors vous, je l'ai dit, vous avez été enseignant pendant 32 ans. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui et celle de demain? Alors, comment vous la voyez? Le même que sur l'école d'hier, c'est-à-dire que je pense qu'enseignant, avant l'édition scolaire, c'est quand même le plus beau métier du monde, à mon avis. Et ensuite, je ne pense pas que ce soit foncièrement différent. Je ne crois pas. Même les outils seront différents? Les outils sont différents, mais tout à l'heure, une personne parlait dans votre reportage de l'utilisation du tableau, de la craie. Mais quelle différence est-ce qu'il y a entre écrire avec une craie sur un tableau vert ou noir et puis utiliser un tableau numérique? La différence, c'est que le tableau numérique, on va pouvoir conserver la mémoire de ce qu'on avait écrit, alors qu'autrement, quand on est effacé, eh ben, c'est fini. Voilà, donc il faut s'adapter. Oui. Merci beaucoup Jean-Jacques Boyer d'être venu sur le plateau de Téléfilm. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on poursuit aussi avec un sujet éducation, mais cette fois-ci de l'éducation par le sport. La Ryder Cup 2018, ce sera au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. En attendant, 1000 enfants de Montigny-le-Bretonneux et de la Verrière apprennent à manier un club. Reportage Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmen. Au practice, au putting ou encore au coup d'approche, pour la première fois, ces enfants de la Verrière manient un club de golf. Il faut bien se concentrer d'abord et aussi après si on rate, tant pis, c'est pas grave. Cette journée de sensibilisation permet aux enfants de développer des compétences spécifiques comme la motricité et la concentration, des qualités indispensables pour contrôler la balle. C'est aussi l'occasion de changer les a priori sur la discipline. Pas besoin d'un parcours huppé pour faire quelques swings. À l'heure actuelle, il existe des golfs du coin et des golfs 3 et 4 étoiles. Donc le but du jeu, c'est pas que tout le monde fasse du golf dans les 4 étoiles, mais c'est d'ouvrir la porte à chacun. Comme on a en Angleterre, où là, vous avez un champ, vous avez un drapeau, vous avez un départ, et puis c'est parti, quoi. Et c'est comme ça que bon nombre de joueurs se sont formés. Mais cette journée découverte ne s'arrête pas là. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a mis en place l'opération en collaboration avec la direction départementale de l'éducation nationale. L'autre objectif, c'est de promouvoir un projet un peu plus global, un projet pédagogique autour du golf. C'est-à-dire que là, c'est pour que les enseignants et les élèves puissent s'initier. Et ensuite, on propose aux enseignants de suivre une formation pour qu'ils puissent faire un cycle de PS en classe. Les enseignants auront à leur disposition des kits pédagogiques pour intégrer le module d'apprentissage du golf dans les programmes scolaires. Près de 1000 enfants de Montigny et de la Verrière vont pouvoir effectuer leur premier swing et peut-être faire partie du public de la Ryder Cup 2018 sur le golf national. Voilà, et peut-être des futures graines de champions. Allez, 1000 personnes sont venues au stade Montboron à Versailles participer aux Olympiades du Vivre Ensemble. L'objectif, porter un autre regard sur le handicap sur le bord du terrain. Carcambier, Julien Leroy. Thibaut Lebrun est malvoyant, mais cela ne l'a pas empêché de devenir sportif de haut niveau. Son sport de prédilection, le showdown, un mélange de jeux de palets et de billard. L'objectif, marquer des buts en se servant des bords. Dans la balle, des billes d'acier permettent aux joueurs de visualiser le jeu à l'oreille.
Samedi dernier, il participait aux Olympiades du Vivre Ensemble, une journée d'animation sportive ouverte à tous, valides ou handicapés, jeunes et moins jeunes, une initiative de l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales et de la ville de Versailles. C'est un apport autant pour tous les sports que pour la diversité, parce que beaucoup d'handicapés se renferment sur eux-mêmes. Et je trouve que justement que c'est une très bonne initiative, qu'on puisse vraiment s'ouvrir sur le monde. Le sport, un facteur de lien social. Le showdown, encore méconnu, est originaire du Canada. C'est un sport qui vient du Canada, qui a été créé par un athlète canadien qui était pongiste et qui est devenu aveugle et qui a créé le showdown dans l'intention de créer un sport pour les déficients visuels sans l'aide de voyants. À quelques pas de là, handicapés et valides s'initient à la moto, un sport qui rassemble tous les publics. C'est bien, mais c'est dur de tourner, par contre. Je fonce un peu dans la bouée de sécurité, mais sinon, non, ça va. Parce que la moto, mais c'est plus dangereux plus que les autres activités. Toujours sur deux roues, certains testent des vélos adaptés. D'autres découvrent le Shambara, un sport japonais. On ne compte que 1518 licenciés en France. Pour la fédération, ces Olympiades sont une occasion d'attirer de nouveaux adhérents. C'est de la mousse, donc déjà ce sont des armes inoffensives. Il y a une notion de distance à appréhender justement pour ne pas se blesser, donc il n'y a aucun contact physique. Ça demande un peu de synchronisation, des mouvements des bras et des jambes, ce qui fait que pour les personnes en situation de handicap, c'est tout à fait adapté. Et justement, ils vont apprendre la synchronisation, apprendre à se déplacer dans l'espace et apprendre à gérer la distance avec leurs partenaires. Un sport original qui a attiré de nombreux participants comme Stéphane, plus habitué à tenir un ballon de rugby. C'est bien, ça apprend à combattre. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Pourtant, accueillir des personnes handicapées n'est pas toujours une chose aisée pour les clubs sportifs. On se rend compte que c'est pas toujours facile, que ça soit pour les installations. Le truc tout bête, pratique, c'est qu'à la mairie, par exemple, on a eu du mal à faire accepter le fait qu'il y ait des fauteuils qui puissent venir sur le parquet, par exemple. Donc c'est pas toujours, il y a toujours un petit problème. Les mentalités changent peu à peu. Près de 1000 personnes ont participé à cette 5e édition des Olympiades du Vivre Ensemble. Un succès qui permet d'année en année que le sport dépasse tous les clivages. Piquage, repiquage, bouturage, des noms qui évoquent le jardinage. En cette période propice aux plantations, le centre horticole du Tremblay-sur-Mauldre a proposé des ateliers d'initiation, des ateliers qui s'inscrivaient dans le cadre de l'opération départementale Parole de jardinier, une fête dédiée donc à la nature. Et Jérémy Ebras aux commentaires avisés. Quoi de mieux que le jour de la fête de la nature pour apprendre ou se perfectionner en jardinage ? C'est ce que proposait le centre horticole de l'enseignement et de la promotion du Tremblay-sur-Mauldre, le CHEP, dispensait par exemple un atelier de rempotage. Donc on commence par d'abord prendre un contenant qui va correspondre aux besoins de la plante. Donc là on a un contenant qui fait 2 litres. On va ensuite disposer le terreau dans le contenant à hauteur d'environ la moitié de ce contenant. Ensuite nous allons venir chercher le lupin, donc le déraciner le plus précautionnement possible pour essayer d'avoir des racines qui sont intactes. J'ai appris déjà comment rempoter un lupin, ce qui était intéressant. Et ce que je ne savais pas, c'était le principe du paillage. Donc il m'a bien expliqué ce que c'était le principe du paillage. Et à mon avis, on peut gagner du temps avec ça. Le paillage consiste à mettre un feutre blanc juste en surface pour avoir donc une matière organique qui va permettre de ne pas avoir de mauvaises herbes et de retenir un maximum d'humidité. Les experts sont là pour prodiguer des conseils. Pour les partisans du bouturage, cette technique de clonage des plantes, voici le bon geste à adopter. Bien couper la bouture sous un œil et au-dessus de l'œil, voilà, en termes de bouturage. Lorsqu'on parle là, on parle de bouture de tronçon. Hein. Et si la météo lunatique de ces derniers jours vous embête, pensez à vos fleurs. L'alternance de pluie et de soleil est idéale pour leur épanouissement. Ce 7-8, l'actu est terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 7-8 politique présenté par Wilfried Richy qui reçoit l'eurodéputée UMP Constance Legris pour faire le point sur ces élections. Bonne soirée, à bientôt.